Tu ne me fais pas peur, soldat de plomb. Grogna Albert, sa voix râpeuse comme du gravier mouillé au Bourbon, juste avant que sa main ne se tende pour pousser brutalement la poitrine du garde silencieux. La foule rassemblée au Mémorial national de Montroche laissa échapper un souffle choqué. Un bébé pleura. Le temps sembla suspendu, figé comme juste avant l'éclatement d'un orage. Albert Hénard, 70 ans, silhouette sèche sous sa vieille veste de campagne, portait les années comme une armure. Ancien sergent instructeur, vétéran d'Indochine, veuf depuis 12 hivers. Il n'était pas célèbre, pas au sens médiatique du terme, mais dans certains recoins d'Internet, son coup de gueule filmé avait fait le tour des réseaux. Dans cette vidéo, on le voyait pointer du doigt la relève de la garde, la qualifiant de théâtre armé, se moquant des uniformes repassés au pli parfait, accusant le gouvernement de glorifier les morts pour mieux oublier les vivants. Aujourd'hui, il était venu en personne, plus par rancune que par respect. Il avait choisi le 14 juin, jour du drapeau, parce que 55 ans plus tôt, il avait perdu la moitié de sa section sur une colline sans nom. Pas de discours, pas de drapeau plié, pas de marbre gravé, juste des souvenirs incrustés dans sa mémoire comme des éclats d'obus. Il portait ses vieilles rangées, sa veste ornée d'un insigne de division presque effacé par le temps, et un regard entêté qu'il réservait au rituel vide de sens. Lorsqu'il franchit la corde noire pour fouler le chemin de pierre blanche menant au tombeau du soldat inconnu, il ne murmura pas. Il parla haut, à voix dure. Voilà ce que nous sommes devenus. Des mannequins qui défilent avec des fusils. Quelle blague! Monsieur, veuillez reculer, dit une voix nette, aussi tranchante que le claquement de talons. Le soldat en poste, le soldat de première classe, Julien Morel, 23 ans, à peine sorti de l'adolescence, mais déjà rompu à la discipline, ne bougea pas d'un pouce. Uniforme de laine, gants blancs, fusil en prise cérémoniale, une perle de sueur traçant son chemin le long de sa tempe, dans la chaleur suffocante de Montroche. Ses yeux restaient fixes, inébranlables. Albert éclata d'un rire amer et s'avança. « J'ai saigné pour ce pays. Tu crois que marcher sur des dalles fait de toi un héros ?» Il se tourna vers la foule. « Allez-y, filmez donc. Montrez au monde la vraie vérité. » Un téléphone était déjà levé. Son prochain pas le plaça nez à nez avec le garde. J'ai dit « reculez ». Plus ferme, un fil d'acier dans la voix de Morel. Il ne scilla pas, ne broncha pas. La main d'Albert se leva. Ce n'était pas un coup de poing. Pas tout à fait. Mais une poussée sèche, rapide, tendue. Elle atterrit en plein torse. Le soldat ne bougea pas. Les murmures se turent, remplacés par un silence glacial. Le jeune garde resta figé comme une statue de pierre, sa mâchoire contractée, son fusil stable. Il déclara simplement, solennel et précis. « Vous avez violé un lieu sacré. Vous êtes placé en détention sous autorité militaire. » Derrière les colonnes de marbre, deux silhouettes apparurent. Pas en courant, pas en criant. Calme mais déterminé. Un capitaine en grande tenue, visage impassible. À ses côtés, un adjudant-chef aux mains larges comme des pelles et aux yeux sombres comme la nuit. Il marchait avec une lenteur volontaire, un respect rigide. La foule s'écarta. Albert tint bon un instant. « Quoi? Vous allez arrêter un vieil homme pour avoir dit la vérité ?» lança-t-il, bravache. Mais sa voix trembla alors que les deux hommes arrivaient à sa hauteur. Ils le prirent par les bras, sans violence, et le guidèrent vers un banc de pierre sous un vieil orme. Les gens regardaient. Certains secouaient la tête, d'autres restaient muets. Le téléphone se baissa. Ce moment n'était plus viral. Il était devenu grave, gênant. Un enfant demanda à sa mère si le vieux monsieur allait aller en prison. Albert s'assit, le souffle court. Ses mains tremblaient. Il ne se débattait plus. Pas maintenant. Son regard se tourna vers le tombeau, vers les marches blanches infinies, vers les lettres gravées dans le marbre. Ici repose en silence honoré un guerrier connu seulement de Dieu. Les pas qui s'approchèrent ensuite étaient lents, pesants. Un homme âgé sortit de la foule, grand, mince, en costume gris foncé, une étoile d'argent brillante épinglée au-dessus d'une médaille du courage. Le général de division retraité Étienne Delmas, vétéran de la guerre du Golfe, décoré, respecté. Il marchait avec une canne, mais n'en avait pas besoin. Il s'arrêta devant Albert. Long silence. « Tu crois être le seul à avoir perdu des frères sous un ciel étranger ?» dit-il enfin, sans colère, mais fatigué. Albert ne répondit pas. « Ce jeune homme que tu as bousculé ?»
poursuivit Delma. Il a passé 18 mois à s'entraîner pour faire 21 pas toutes les 42 secondes, dans cet uniforme, sous cette chaleur, en silence, pour un soldat qu'il ne connaîtra jamais, pour tous ceux qu'on ne connaîtra jamais. La mâchoire d'Albert se contracta, mais il resta muet. Le général ne bougea pas. Tu as porté cette veste jusqu'en enfer, je le sais, mais ne la traîne pas ici juste pour cracher sur ce qui est sacré. Ce n'est pas du théâtre, c'est du souvenir. Tout le monde n'a pas oublié. Un frisson secoua les épaules d'Albert. On m'a donné une médaille et laissé avec des cauchemars. On m'a dit d'oublier les visages, les cris. 42 secondes. J'ai eu 42 ans de silence. Aucun drapeau ne les a ramenés. Delma hocha doucement la tête. Mais cela signifie qu'ils ne sont pas morts pour rien. Tu crois qu'honorer les morts, c'est insulter les vivants? Fiston, c'est le seul lien qu'il nous reste. Long silence. La voix d'Albert se brisa. J'en ai marre d'être en colère. C'était pas crier. Ça n'avait pas besoin de l'être. Le poids de ses mots avait plus de force qu'un hurlement. Son souffle se coupa à la dernière syllabe. Ses épaules s'affaissèrent. Pas de défaite. Mais le lâcher d'un fardeau trop longtemps porté. Du chagrin peut-être. Ou cette culpabilité qui avait emprunté tant de masques. Le capitaine en retrait, bras croisés, dit « Vous voulez présenter vos excuses ?» Albert acquiesça. « Oui, s'il accepte de m'écouter. » Le capitaine l'observa un peu trop longtemps, puis hocha la tête. Ils marchèrent ensemble vers le chemin. Le gravier crissa sous leurs pas. Albert marchait raide, non par orgueil, mais par âge, et par quelque chose de plus difficile encore, l'humilité. Julien Morel se tenait toujours à son poste, n'avait pas bougé d'un millimètre. Le soleil, plus haut dans le ciel, cuisait ses épaules, mais il restait droit, fusil en bandoulière, tête haute, regard fixé vers l'horizon, inébranlable. Albert s'arrêta derrière la corde, à un souffle du chemin de marbre. Ses mains tremblaient légèrement. Il se mit au garde-à-vous, autant que son corps brisé le lui permettait. Dos voûté, appui incertain, mais digne. Je vous ai manqué de respect. À vous et à ce lieu. Je présente mes excuses. Il resta figé, yeux dans ceux de Morel, attendant un signe, un clignement, un regard, n'importe quoi. Mais le jeune soldat ne bougea pas, formé à ne rien montrer, à ne céder devant personne. Derrière lui, juste au-dessus de son épaule gauche, l'adjudant-chef fit un hochement discret. Cela suffit. Albert recula. Le capitaine posa une main sur son épaule, sans un mot. Le contact était ancrant, comme une amarre jetée à un homme à la dérive. Alors qu'il s'éloignait, quelqu'un applaudit, une fois, puis une autre. Puis d'autres mains. Le murmure devint onde, légère, constante. Ce n'était pas un applaudissement de héros ou de spectacle. C'était une reconnaissance. Que certains hommes tentent encore de réparer, même si cela leur coûte le dernier morceau d'orgueil auquel ils s'accrochaient. La foule laissa Albert passer en silence. Pas de huée, pas de murmure, juste de la place. Un couloir de respect formé par des étrangers qui, tous, sentaient qu'il s'était passé quelque chose. En lui, en eux, une petite rédemption, du genre qu'aucune caméra ne capture. Ce soir-là, le journal du soir diffusa une brève séquence. Aucun nom, juste les faits. Incident au mémorial de Montroche se termine par des excuses et une réconciliation. Aucun débat houleux, aucun scandale. Pour une fois, Internet ne se moqua pas. Certains crièrent à la mise en scène, d'autres crurent à une manipulation, mais beaucoup virent quelque chose qu'ils n'avaient plus vu depuis longtemps. De l'humanité, mais ce fut ce qui arriva après qui compta. Albert ne reparla jamais politique. Il ferma sa page, annula son contrat d'édition, disparut du numérique comme une brume au lever du jour. Ce n'était pas une fuite, c'était un retour vers quelque chose de plus calme, plus vrai. 2 mois plus tard, une petite association vit le jour près de Reims. 42 secondes. En référence, disaient certains, au temps que Morel était resté immobile après avoir été poussé, debout, silencieux. L'association n'avait rien de tapageur. Elle emmenait des vétérans, perdus, marginaux, en colère, dans les mémoriaux nationaux. Pas pour poser, ni pour prêcher, pour écouter, pour se recueillir. Albert s'en occupait, discrètement, sans discours. Il arrivait toujours le premier, plaçait les chaises malgré son dos douloureux, servait le café, non par devoir, mais parce que cela l'ancrait. Et à chaque rassemblement, il disait toujours la même chose, voix posée. On ne salue pas le marbre, on salue la mémoire. Il ne parla jamais de Montroche, jamais de Morel. Mais parfois, à la bonne question, venue du bon vétéran, il répondait « J'ai appris à la dure ».
Certaines leçons laissent des cicatrices. Et 1 an plus tard, jour pour jour, Albert revint, sans prévenir. En train, costume noir, ni médaille, ni caméra. Son visage semblait plus mince, les rides plus creusées. Mais il y avait une paix dans son port de tête, comme un homme qui ne luttait plus contre son ombre. Il resta derrière la corde, se fondit dans la foule. L'air était vif. Quelques feuilles dorées glissèrent sur le marbre comme des rappels que le temps, lui aussi, marche. Il n'avait pas besoin d'être vu. Il regardait. Le sentinelle fit ses 21 pas, face au nord, pause, demi-tour, 21 pas, comme une prière, silencieuse, inébranlable. Quand le fusil passa devant lui, Albert leva la main, pas haut, pas net, mais un salut venu d'un endroit plus profond que l'obéissance, de la gratitude, du regret, peut-être les deux. Pas de flash, pas de foule en liesse, juste lui et ce moment, enfin arrivé. La sentinelle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas. C'est la règle. Mais juste avant le demi-tour, juste avant le claquement du talon, il y eut une pause, infime, un souffle, comme pour dire « je te vois ». Et puis il reprit sa marche, parfaitement rythmé, parfaitement silencieux. Les pas d'un homme qui ne cherchait plus à fuir, ni à prouver, ni à se faire entendre. Chaque enjambée résonnait dans l'air comme un battement de cœur retenu. Il avançait sans détourner les yeux, le dos droit malgré le poids invisible de ce qu'il avait porté, de ce qu'il portait encore. Ses bottes raclaient à peine le sol, comme si même la terre hésitait à se faire remarquer. Il n'y avait rien de dramatique dans sa démarche, rien de grandiloquent, juste une constance, une dignité nue, effacée des gestes, gravée dans la peau. Parce que certains hommes crient, cognent, tempêtent. Ils frappent les murs, les tables, le silence. Ils crient jusqu'à s'en rompre la voix, jusqu'à ce que tout le monde les regarde, les craigne, les redoute. Mais ceux-là finissent souvent seuls, écrasés sous le poids de leur propre bruit. D'autres, plus rares, se taisent. Ils s'effacent, se replient. Ils partent parfois longtemps, sans un mot, sans une trace. Ils deviennent absents dans la vie des autres, comme un meuble qu'on a bougé, mais dont l'empreinte persiste. Mais puis, ils reviennent. Et quand ils le font, c'est pas avec les poings. Ce n'est pas dans le vacarme, ni dans la fureur. Ce n'est pas pour exiger ou imposer, ni pour réclamer ce qu'ils pensent leur être dû. Ils ne cherchent plus à convaincre, ni à corriger. Ils reviennent avec les épaules basses, mais le regard clair, avec une voix qui ne tremble pas parce qu'elle n'a plus besoin de hausser le ton. Ils reviennent avec l'ombre de la honte sur la nuque et la lumière du pardon au fond des yeux. C'est avec les mains ouvertes,